Bonsoir, bonjour, ça dépend. Bienvenue dans Géopolis Télévision pour suivre ces nouveaux numéros de votre magazine Chez mes critiques qui parle justement de solutions éventuelles à chaque situation auquel la RDC est confrontée, notamment la crise sécuritaire à l'est du pays où on connaît déjà la chute de la ville de Goma et la ville de Bukavu et plusieurs agglomérations en RDC, en tout cas, et la situation est devenue intenable pour toute le parti au conflit. Les appels au dialogue sont lancés un peu partout et finalement, aujourd'hui, l'armée de la RDC qui semble difficilement tenir sur le front. Comment sortir de la crise? En tout cas, il y a beaucoup de propositions qui sont venues, parmi lesquelles les plus radicales, même et par certains on se juge les plus radicales. Il y a celle de Marie-Josée Ifoku. Et vous connaissez cette dame, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2018 et puis 2023. Elle est actrice politique, présidente nationale du parti politique. Le parti politique s'appelle Alliance des élites pour un Congo, un nouveau Congo. Elle est quatrième d'une fratrie de 9 enfants. Elle est fils d'un ancien diplomate de la RDC, une femme évoluée qui a beaucoup plus travaillé. Vous l'avez connue également comme gouverneur de la province de la Chuapa. Aujourd'hui, elle nous a fait l'honneur d'être ici avec nous sur le plateau pour parler de ces 5 propositions qu'elle a faites justement pour tenter, selon elle, la sortie de crise consiste à notamment la mise en place de nouvelles institutions où le président Tshisekedi n'aurait pas le plein pouvoir, elle se mettrait en retrait, mais pas une démission. Elle nous dira pourquoi, parce que cette proposition fait débat notamment au sein de l'opinion publique. Mais avant de commencer, je vous invite d'abord à suivre l'allocution du président de la République et je vais donner la parole à Madame Josée Ifoku, que je salue d'abord pour les téléspectateurs de Géopolis. Bonjour José, comment vous allez? Très bien, ça faisait très longtemps qu'on n'était plus ensemble, mais finalement on se retrouvait. On va écouter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quand il a rencontré le membre de l'Union sacrée de la Nation. Il a parlé avec tous partenaires politiques au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et, parmi les propositions du chef de l'État, c'est notamment la mise en place de nouvelles institutions, comme vous avez proposé, mais pas forcément, parce qu'il parle d'un gouvernement d'union nationale, les autres parlent de cohésion nationale. Mais comment est-ce que le président Kabila, quelle est la posture, Tshisekedi plutôt, quelle est la posture qu'il prend actuellement après les évolutions de la situation politique et sécuritaire à l'est du pays? Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Quel est votre sentiment? Comment avez-vous accueilli de manière générale cette allocution du chef de l'État qui n'a plus parlé depuis un moment, qui n'a plus non plus voyagé? Écoutez, rien que sa phrase, lorsqu'il dit « pour qu'on foute la paix définitivement à son pays », c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on nous foute la paix définitivement. Et pour qu'on nous foute la paix définitivement, il va falloir qu'on règle ce problème-là entre nous, Congolais. Et c'est de ça qu'il s'agit, en fait, ma proposition, quoi. Donc, nous encourageons ce discours-là et nous voulons tout simplement l'enrichir. Et les discours, mais là justement, vous parlez de cette proposition, vous avez formulé 5 propositions, mais avant d'entrer dans les détails de vos propositions, j'aimerais que vous puissiez maintenant nous dire, pour juguler justement la crise, vous avez répondu qu'il faut que les Congolais se parlent. Vous parlez d'un quel dialogue, de quels Congolais doivent se parler, parce que les rebelles aussi se réclament d'être Congolais, mais il y a aussi des leaders politiques qui sont des Congolais. Leaders de la rébellion qui sont des Congolais. Je ne parle pas de ces Congolais-là. Il faudrait que ça soit clair, peut-être que les gens me comprennent mal. Je ne parle pas de ces Congolais-là. Ça, ce sont des traîtres, ça, ce sont des Judas, Nanga. Et tous les Congolais qui sont dans ce cas d'esprit-là, il faut que les autres Congolais les considèrent comme des Judas. Ce sont des Judas, ils sont déjà condamnés et ils n'ont rien à faire avec nous. On ne va pas s'asseoir avec eux parce que ce sont des frères qui ont décidé de prendre des armes, qui ont décidé de marcher sur les cadavres de pauvres Congolais chaque jour, jusqu'à aujourd'hui encore je reçois des images, pour venir reprendre soi-disant un pouvoir qu'ils auraient donné à Félix Tshisekedi. Donc pour nous, ce n'est plus des frères, ça, ce sont des traîtres. Et ce sont des traîtres, vous avez parlé dans vos points, on va y revenir, mais je voulais d'abord vous demander, aujourd'hui la RDC prend l'option
comme 3 propositions, je veux dire 3 fronts, 5 fronts au maximum. On parle du front politique, du front diplomatique, du front militaire, du front économique et du front communicationnel. Et parmi ces 3 fronts, et ce cas 5 fronts, nous allons décrypter l'un après l'autre. On commence par le front politique. Vous semblez avoir déjà répondu. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut exclure ces gens de négociations. Le président Tshisekedi lui parle plutôt des négociations, mais pas à n'importe quel prix. Il parle de négociations avec le Rwanda directement, qu'il est M23. Et vous, en tant qu'actrice politique, comment comprenez-vous? Ben moi, si je peux me permettre, si j'étais son conseiller, cette personne-là qui peut lui parler à l'oreille, ça ne vaut même pas la peine de discuter avec le Rwanda. Ça ne vaut même pas la peine. Parce que, vous savez, quand quelqu'un est prêt à vous tuer, votre famille, vos enfants, je ne vois pas de quoi nous allons parler. Il faut l'affronter, tout simplement. On en est arrivé à ça et il faut affronter le Rwanda. Je vous ai dit, on doit prendre nos responsabilités. Il n'y a pas question de discuter avec le Rwanda. On va parler de quoi avec lui? Qu'est-ce qu'on lui doit? Pour qu'on discute avec lui, qu'il nous dise qu'est-ce qu'on lui doit. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Parce qu'on aurait dû discuter avant qu'ils touchent les nôtres. Les raisons qu'ils ont avancées, parce que soi-disant, leurs frères avaient fui en 1994 ou 1995 lorsqu'il y a eu le génocide de l'autre côté. Mais je pense que ça pouvait être un sujet à débattre depuis l'époque. Mais 30 ans plus tard, on en est encore là, où au lieu de chercher à discuter avec les vôtres, vous êtes en train de tuer nos frères et sœurs jusqu'à obtenir un mandat. C'est très grave, hein, ce document-là. Un mandat de l'Union européenne pour venir nous exterminer et piller nos richesses qui deviennent des minerais de sang. Non, moi je pense que ça ne vaut même pas la peine de parler avec Kagame. Ça ne vaut pas la peine. Mais vous parlez de l'option militaire qui doit être privilégiée par le pouvoir du Kinshasa. Et quand on voit les difficultés qu'éprouve l'armée sur le terrain, justement, le président me l'a évoqué lors de son allocution, lors de son intervention face aux membres de l'Union sacrée. Est-ce que vous pensez qu'on a le moyen justement de faire la guerre au Rwanda? Parce que la réalité sur le terrain, on a perdu la ville de Goma, on a perdu celle de Bukavu. On n'a pas perdu à cause des moyens. On a perdu à cause de la mégestion. C'est ça le vrai problème. Les détournements. Nous tous, on suit ça en direct ici, non? Des millions, des centaines de millions qu'on est en train de voler. C'est cet argent-là qui devait servir comme effort de guerre. Et donc, il y a des gens qui sont là au pouvoir encore aujourd'hui, qui remettent cet argent-là. Qui remettent cet argent-là, ça va leur retomber sur leur tête et sur toute leur famille. L'argent, les moyens, nous en avons. Donc, il y a cet argent-là, tous ces détournements-là, que ces Congolais-là remettent. Parce qu'eux aussi sont accusés, autant que le Rwanda, de tuer les Congolais. Donc, les moyens, nous en avons. C'était un problème de mégestion, un problème d'organisation, un problème de gestion. Rasseyons-nous, faisons les choses comme il faut. C'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure mes propositions pour dire que non. On va y revenir, on va y revenir. Je veux que je termine le mien. Oui, c'est ça. Donc je réponds que nous avons les capacités, nous avons les citoyens, nous avons moi j'ai dit toujours, il y a la police qui est là. Au lieu de commencer par la jeunesse qui n'est pas encore formée, mais on a une police qui est là. On peut commencer à prendre toute la police, la verser du côté de l'armée et aller avec une fonction rapide avec, une formation rapide avec eux. Entre-temps, les jeunes qui entrent peuvent aller vers la police, d'autres on les prépare pour l'armée. On doit se lever et se battre. Il s'agit d'un combat d'un peuple, il s'agit d'un territoire béni qui nous a été donné par Dieu et nous devons avoir le courage de nous battre pour cela. Et alors, il faut avoir un courage de nous battre. Le président, lors de son allocution, son entretien avec l'Union sacrée, il a décrié justement la corruption, sans le dire peut-être à ce terme-là, mais il a parlé du dysfonctionnement du commandement et les militaires qui manquent l'encadrement sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous préconisez l'encadrement justement de ces policiers qui doivent rejoindre l'armée, mais quand on sait finalement qu'au niveau déjà du commandement, au niveau de l'encadrement du commandement, ça pose problème. C'est moi qui le dis, c'est le président, le numéro 1 de l'armée aussi qui le dit. Vous pensez que... Le président a des services de renseignement, non? Au lieu de nous traquer, nous, les pauvres gens, qui ne faisons que faire des propositions, ils connaissent, qui traquent ces gens-là. On peut faire ce travail-là. Alors, ou bien on n'a plus du tout rien, on n'a pas grand-chose en termes d'État, mais là, ça veut dire qu'on n'a plus rien. C'est le président de la République. Il peut savoir exactement qui sont les infiltrés, qui donnent ces ordres-là et qui placent les bonnes personnes au bon endroit. Nous avons de vaillants militaires. Je pense que nos militaires nous l'ont démontré. Alors que les chefs avaient fui, on a vu, les autres militaires continuent à mener le combat. Donc c'est pour dire que là, vous parlez de la ville de Goma. De la ville de Goma. Plus de 5000 morts aujourd'hui, parmi lesquels il y a au moins 1000 militaires rwandais qui ont été tués. Exactement. Donc ça veut dire que les Congolais se sont battus. Donc il y a des Congolais vaillants, ils se connaissent. Qu'on s'assoie, qu'on en parle franchement, qu'on ne perde pas le temps. Ces Congolais-là existent, qu'on leur donne le commandement. Ils vont faire le travail, ils vont faire le nettoyage.
Et comment identifier? Parce que ce problème d'infiltration, on a parlé depuis Ils peuvent toujours. s'identifier, mon frère. Je t'explique. Nous, on a été à l'école. Moi, j'ai étudié au lycée Bosangani. Je connais les gens de ma génération quand même. Je sais qui était là, qui n'était pas là. Donc, les militaires eux-mêmes, s'ils se sentent protégés, ils vont nous dire qu'ils sont les infiltrés. Ça, je peux vous rassurer. Ils vont le dire. Ils se connaissent. Donc il faut du sérieux du côté Oui, des militaires, on n'arrive pas comme un cheveu dans la soupe. On sait, si quelqu'un vient d'arriver, vous me connaissez un peu, non? Depuis que j'ai commencé mon combat. Donc maintenant, si une dame vient, commence à vous dire, ah oui, moi aussi, j'étais candidate aux élections présidentielles 2018. Ah bon? Vous savez si c'est vrai ou pas. Ou pas. Donc c'est important qu'on soit dans la sincérité. On est dans une époque... comme j'ai dit, c'est dans une époque sensible, à la croisée de chemin. Nous devons prendre des grandes décisions qui vont nous emmener vers Canaan, façon de parler vers Canaan. Mais on en est là, les infiltrés, les traites, ils se connaissent entre eux. Donner la place aux Congolais de pouvoir parler, ils vont les dénoncer. Alors, au-delà des initiatives locales, je veux dire nationales, qui sont prises par les autorités, également le président dit la ville de Goma va être reprise, et puis celle de Bukavu également, mais il parle, ça sera sur le plan militaire, on a déjà parlé, mais aussi diplomatique. Aujourd'hui, la RDC vient d'obtenir, pour certains, une victoire diplomatique par la condamnation du Rwanda par les Nations Unies, les conseils de sécurité des Nations Unies. Est-ce que pour vous, c'est une victoire réellement? Bon, quand c'est une victoire, on peut se permettre de dire que oui, c'est une victoire diplomatique, nous ne devons pas négliger ça. Mais je ne voudrais pas que le président ou bien ceux qui l'accompagnent puissent avoir les yeux tournés vers la communauté internationale. C'est vrai que nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est vrai que le monde est devenu une grande communauté, un grand village, si vous voulez. Oui, on doit tenir compte des autres. Oui, c'est une belle victoire. Donc, il y a des gens qui doivent continuer à mener ce combat-là de diplomatie. Mais ce qui est important, que nous, les Congolais, nous devons retenir, c'est notre problème. Il s'agit de nous. Personne ne va chercher à venir nous sortir de là. Regardez le temps qu'ils sont en train de prendre pour prendre ces résolutions-là. C'est à peine si on ne doit pas les supplier. Vous voyez les morts? Moi, je n'oublierai jamais quand j'ai entendu Christian Lusekwen cette nuit-là. À 1h du matin, on m'a envoyé la vidéo pour dire la manière, même le ton, la voix qu'il avait, pour expliquer le carnage qu'il venait d'avoir à Goma. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de paix. Je pense que vous voyez, depuis ce jour-là, moi, Marie-Josée Foucault, je n'ai plus de paix. Je me sens concernée comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on est dans une situation où nous ne devons pas commencer à penser aux autres, aller chercher tel ou tel. On a la capacité de mener ces combats et d'humilier le Rwanda et le reste qui sont derrière eux. Alors, vous avez parlé que la RDC a les moyens nécessaires sur le plan militaire de pouvoir avancer. Vous dites également que la diplomatie n'est pas la solution. Bon, la solution, non, oui, à des miteintes, mais c'est pas une solution. C'est une solution, c'est pas une solution durable. Finale, voilà, exactement. C'est pas une solution durable. Durable parce que sur terrain, on constate effectivement qu'il y a la poursuite de combat, il y a des exactions qui se font dans la ville de Goma et Bukavu et un peu partout là où le M23 a pris le contrôle du pays. Et dans ce même tableau, je veux dire, dans ce plan du gouvernement, il s'agit également d'envisager ce qu'on a appelé le front économique. La RDC venait de fermer son ciel, son espace aérien, aux engins, avions pour être beaucoup plus précis, qui sont immatriculés ou hébergés au Rwanda. Et en même temps, il y a aussi une décision sur le plan de l'encadrement du secteur minier. Le ministre de Mines a signé aussi un document, un décret, un arrêté qui place les zones minières qui sont contrôlées notamment dans le Massissi et dans les Kayele vers Chabunda, pour que finalement on n'ait pas l'exploitation, que ces zones-là soient classées comme des zones rouges, d'où on ne peut pas justement considérer les minerais qui sortiraient de là. Est-ce que vous pensez que ces mesures économiques permettront finalement de faire plier le Rwanda, d'autant plus que le président rwandais a dit que pour lui, toutes ces sanctions ne disent rien? Bon, c'est comme il est en train de le dire, ces mesures économiques serviront toujours. C'est pour ça que je dis, chaque pas peut être considéré comme une victoire. Comme on a parlé tout à l'heure de la diplomatie, on est en train de le faire de l'économie. Tout ça, ce sont des pas que nous sommes en train de faire, mais ça ne suffit pas. Comme lui-même, Kagame est en train de nous narguer, que ça ne change rien pour lui puisqu'il continue à piller et que les autres continuent à acheter ce minerai de sang. Ils le savent, hein. Ces appellations, la minerai de sang, diamant de sang, l'autre président, comment il s'appelle encore de ce pays, qui est à la CPI d'ailleurs, parce qu'il était accusé aussi de diamant de sang. Taylor. Voilà, tout ça, ce sont leurs expressions, hein, mais c'est eux qui ont donné un mandat à Kagame de venir piller nos richesses et leur vendre le minerai de sang. Donc, il ne faut pas trop s'accrocher à tous ces grands mots qui deviennent des slogans pour finir, puisque c'est eux qui les créent et c'est eux qui créent aussi, quelque part, ce vol-là. Donc,
Moi, je voudrais tout simplement dire, oui, ce n'est pas mauvais. Nous devons continuer à travailler, nous devons prendre de grandes décisions. Continuons sur ce chemin-là, mais ce n'est pas ça le plus important. Et pour vous, même la décision de l'Union européenne de suspendre sa coopération sur l'achat ou les commerces des minerais stratégiques avec le Rwanda n'est pas quand même de nature à non, mais c'est pousser. important. Je ne sais pas si pour finir ça a été. J'ai suivi dernièrement un député qui disait non, ils n'ont toujours pas pris cette mesure-là contre. Ils n'ont pas annulé. Et en tout cas, le Luxembourg a décidé à un moment de pouvoir. Il a demandé un moratoire parce qu'il estime qu'il y a un sommet de l'EAC et de la SADC qui se profile à l'horizon. Ça, nous devons l'exiger. Ils doivent annuler. Ils doivent l'annuler. Ils doivent annuler. Pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, on devait avoir des centaines de milliers de femmes devant l'ambassade de l'Union européenne pour leur dire vous allez annuler ce contrat-là. Ils doivent l'annuler. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, en tant que leader politique et leader d'opinion, vous coordonnez, je veux dire, vous présidez un parti politique, on l'a dit, qui s'appelle Alliance des élites pour un Congo nouveau. Et votre parti politique parle du balayage. Malheureusement, vous avez oublié votre balai. Bon, il semble que ça ne se trouve pas non plus dans les véhicules. Okay, mais finalement, tout le monde connaît, on vous connaît avec votre balai. Vous pensez que la situation de la RDC, c'est une situation qui doit être résolue par les Congolais eux-mêmes. Et justement, dans ce cadre-là, qu'il faut aussi, quand on parle de la situation en RDC, c'est la projection de la RDC sur le plan international. La RDC a mis en place aussi un certain nombre de mesures, une certaine initiative de renforcer son système de communication et des médias. Est-ce que vous pensez aujourd'hui l'offensive médiatique que nous avons, parce que c'est considéré vraiment à l'international, parce que déjà les Américains ont sanctionné M. Kanyuka, qui est le responsable de la communication de la rébellion. Ça veut dire que la communication vaut de l'or à un certain niveau. Est-ce que vous pensez que l'offensive médiatique que la RDC a mis en place est à même de pouvoir booster les choses positivement? Bon, je n'ai pas constaté que nous avons mis une communication offensive. Hein. Franchement, je m'excuse, je ne cherche pas à blesser ou choquer les gens, mais on ne le sent pas. On ne sent pas que nous avons mis cette communication-là en place, alors que nous avons toute la jeunesse qui est là. Les Congolais, tous sont sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de communier avec le gouvernement. Ils ont besoin de travailler avec le ministère de la Communication. Ils peuvent utiliser tous ces réseaux-là. Mais enfin, personnellement, je ne le ressens pas. Ils devraient travailler avec vous, les journalistes. Ils devraient réunir tous les médias, s'asseoir avec eux. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi, là. C'est la guerre de tous les Congolais. Tout le monde doit se sentir concerné. Et chacun dans son espace doit faire sa part. Donc moi, je ne sais pas si vous avez été invité dans ce sens-là, où on vous conscientise, on vous sensibilise, et même vous donnez aussi des moyens, puisque les moyens, ils en ont aussi, pour que vous puissiez faire ce travail-là. Cette réunion, je ne sais pas si elle a eu lieu depuis que Goma est tombé. Donc non, moi, je ne ressens pas qu'il y a cette communication-là qui est faite de notre part pour conscientiser tous les Congolais. C'est une affaire qui nous concerne. Nous sommes en guerre. Donc nous ne pouvons plus continuer à vivre comme on le faisait avant. Donc tout le monde, selon son espace, comme dans votre cas, vous, les médias, vous devez être avec le ministère de la Communication, réfléchir ensemble pour voir de quelle manière nous pouvons contrer ce combat-là. Alors, c'est dans ce cadre pour vous, pour résumer vos propos par rapport à la situation de l'Est du pays, il faut une solution au niveau national, avec les Congolais doivent se parler, on ne sait pas, bon... C'est dans la foulée finalement que la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo et également les églises du Réveil. Vous êtes pasteur, vous êtes femme de Dieu, vous présidez une association, un ministère qui s'appelle Femmes, Épouses, Réserve de l'Éternel pour la nation. Vous êtes toujours en prière, vous êtes une femme de prière. Alors c'est justement ce cadre-là que les hommes d'église, notamment catholiques et protestants, ont été voir la majorité de leaders de l'opposition, de la majorité, après avoir rencontré le président de la République, ensuite Donatien Cholet, qui est secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. Qu'est-ce qu'il attend de ces consultations? Quels sont les objectifs poursuivis par ces hommes de Dieu pour voir justement comment donner leur contribution à la résolution de la crise? Eh bien, comme vous le savez, nous sommes en train de faire... les tours des leaders sociopolitiques pour partager, échanger avec eux au sujet du forum national que nous projetons pour un consensus national sur la gestion du pays de façon à renforcer la cohésion nationale, à obtenir un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Les deux églises autour de... appuyé par leur secrétariat technique, a fait quelques propositions
de la mise en œuvre de cette initiative et nous avons beaucoup d'expertise dans le pays. On ne peut pas se lancer comme ça sans échanger, sans recueillir les avis des uns et des autres. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer LGD et Alliés. Et là, vraiment, nous avons admiré leur proactivité. Ils savaient déjà pourquoi on venait. Ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Vers un dialogue politique. Mais quel type de dialogue? Partage du gâteau et arrangement politique opportuniste ou engagement ferme pour une transformation véritable? Et là-dedans, ils ont relevé les causes principales du point de vue politique, économique, socio-culturel, de la réalité que nous vivons aujourd'hui, du drame que nous vivons aujourd'hui. Ils ont proposé des réformes à court, à moyen et à long terme. Et dans le deuxième document, qui est en fait un mémorandum sur un dialogue national inclusif pour un Congo pacifique, stable et prospère, du parti politique LGD. Donc là, ils donnent des dispositions pratiques. Donc nous avons ce que nous recherchions et nous continuons à écouter les uns les autres. Je crois qu'au terme de ces échanges, quelque chose de sérieux pourra être mis en place pour le bien de la nation. Merci. Écoutez, je salue l'initiative des églises. L'église, c'est la mère. L'église, c'est l'épouse du Christ. Et je pense qu'elle a une lourde responsabilité. Dans tout ce que je vous dirai, même dans ce qui va suivre par rapport à la proposition que je fais au président de la République, l'Église a toujours été présente. Elle a toujours été là. Lorsqu'il y avait ce problème-là avec Mobutu à l'époque et l'opposition, l'Église était présente. Le problème qu'on a connu entre Kabila et l'opposition, l'Église était présente, toujours comme une mère. Et aujourd'hui, le problème que nous connaissons avec Félix Tshisekedi et les autres, l'opposition, parce que vous voyez, tout le temps on change de camp, mais c'est toujours le même état d'esprit, le même principe qui revient, ce sont les gens, mais c'est le même état d'esprit. Donc l'Église a une belle initiative, mais moi, c'est que je voudrais plutôt proposer à l'Église, au lieu d'aller tout le temps voir les belligérants, là, au lieu d'aller voir les coupables, parce que là, ce sont les coupables qui sont en train de visiter, là. On a vu Nanga, on a vu l'opposition, on a vu le pouvoir aujourd'hui. Ce sont des gens... On a vu Kagame également. On a été voir même jusqu'à Kagame, alors qu'eux-mêmes ont dit que c'était un problème congolo-congolais. Mais tous ces gens-là, c'est ça que j'appelle, c'est la classe politique congolaise. Et la maladie du Congo vient de la classe politique congolaise qui est totalement pourrie. Je m'excuse de le dire comme ça. Vous savez, quand la tête est pourrie, je ne vois pas comment le reste peut survivre. Et c'est ça la vérité. Et je voudrais que l'Église prenne ça en compte. Donc vous ne pouvez pas aller voir des gens qui sont malades pour guérir des victimes. Peut-être aller voir les victimes qui peuvent parler, s'exprimer, dire comment ils se sentent, comment ils vivent ça. Et les victimes, c'est qui? C'est l'épouse, enfin la mère plutôt, la femme déjà, qui est 52% de la population, la jeunesse qui est totalement perdue, qui n'a plus de repères, 65% de cette population-là. J'aurais aimé que l'Église s'adresse à elle, mais aller discuter avec des gens qui ne cherchent que le pouvoir pour le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous emmener de nouveau? Je ne vais pas citer les noms pour ne pas blesser des individus, parce que je ne m'en prends pas à quelqu'un. Mais toutes les personnes qu'on a vues là, ils ont déjà géré. Et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Si ce n'est détournement, vol. Aujourd'hui, on s'attaque à ceux qui sont au pouvoir. Oui, je reconnais qu'il y a détournement et vol, le président lui-même l'a dit. Mais le pouvoir d'avant, le régime d'avant, ils n'ont pas fait mieux. Et le régime de Mobutu, ils n'ont pas fait mieux. On a toujours été dans le vol, dans le détournement. Alors pourquoi c'est eux qui doivent s'asseoir pour aller partager encore le gâteau? Donc c'est là que vous comprenez notre vision de la rupture du système de prédation par la congolaisation pour la renaissance du Congo. Parce qu'ils sont dans l'état d'esprit qui avait donné naissance à ce Congo-là. C'était l'état d'esprit d'un partage d'un gâteau. Et eux, dans leur tête, ils pensent que le pouvoir, ce n'est pas une responsabilité, mais c'est un positionnement. Et nous ne sommes plus d'accord avec ça. Donc on ne peut pas laisser ces gens-là devenir juges et partis de de tout ce qu'ils ont fait à ce pays-ci. On peut les consulter, ils sont là. Mais nous disons que comme on parle de l'Église, nous devons parler de la repentance sincère. Il faut qu'on aille vers la repentance. Et cette repentance ne concerne pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ça concerne le Congo depuis l'indépendance, parce que nous avons une liberté. Si je dois donner un modèle de l'Église, c'est comme à l'époque les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Mais il fallait avoir une directive pour conduire le pays. Mais nous voyons qu'il n'y avait pas eu de directive. Et un peuple sans direction, c'est un peuple qui est perdu. C'est dans le sang qu'on est totalement perdu parce qu'il n'y a pas de direction. Et parce que vous parlez, tout le monde a compris qui vous êtes femme
d'église également. Maintenant, la contribution justement de l'église du Réveil, le chef de l'État a reçu les responsables, certains responsables. Je n'ai pas vu votre photo là-bas, votre image dans la photo, sur la photo officielle, mais au moins vos collègues de l'église du Réveil ont été voir le président. C'était avec les mêmes mobiles pour contribuer. Maintenant, vous, en tant que femme de Dieu, responsable d'un ministère, comment pensez-vous pouvoir contribuer justement dans ce cadre-là du dialogue? Vos propositions en tant qu'actrice politique, en tant que présidente nationale d'un parti politique, on y revient finalement, mais comment vous contribuez en tant qu'Église dans ce combat pour la restauration de la paix, la tranquillité et le dialogue qu'il faudrait organiser à tout prix? Franchement, j'apprécie cette question parce que ça va m'aider à dégager ce qui est en moi en tant que servante de Dieu. Moi, j'ai côtoyé les 3 églises. J'ai grandi comme, comment dire, à l'église catholique parce que c'est là que j'ai étudié dans les églises catholiques. Donc, je connais l'église catholique. J'ai grandi à l'église protestante parce que je suis de l'église protestante. Mes parents sont protestants. Mon père et ma mère de la Chuapa sont des protestants. Donc, j'ai grandi, j'étais à l'école protestante, à l'ECC ici sur la justice. C'est là aussi que j'ai grandi. Et c'est adulte que je suis de l'église de Réveil. Donc, je connais les 3 églises. Alors, c'est que je veux vous dire, en tant que servante de Dieu, en tant qu'église, en tant qu'épouse, moi, j'ai dit que le Congo, Dieu nous a fait grâce en nous donnant une terre aussi bénie. On n'a pas mérité, on n'a fait aucun effort, ce n'est juste la grâce, le pays qu'on a. Donc, il faudrait qu'on se pose la question, comment un pays peut être aussi doté de telles richesses? Ça, c'est une chose. Et j'ai dit, le Congolais n'est pas conscient qu'il est responsable de son frère. Je rappelle toujours le passage de Genèse 4, 9 à 11, lorsque Caïn tue son frère et que Dieu lui demande « Mais où est ton frère ?» Il dit « Je ne suis pas responsable de mon frère » alors que c'est lui qui venait de le tuer. C'est un peu ça que je dis à la population congolaise. Nous sommes en train de nous entretuer à travers nos propos. C'est vrai que ça ne va pas, mais pourtant nous tous on va à l'église. Mais qu'est-ce que Christ nous recommande? Il dit de ne pas haïr notre prochain, de prier même pour celui-là. Donc normalement même le Congolais, par rapport à ce qui se passe, en tant que chrétien, devrait prier pour les autorités, pour tout le monde. Mais vous voyez que nous continuons à nous entretuer jusqu'à avoir des enfants Kuluna. Troisième point, ce sont les autorités. Les autorités, allez lire Daniel 5. Donc dès qu'ils arrivent au pouvoir, donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est la beuverie. C'est la réjouissance, c'est la fête, c'est les habits, c'est les voitures, c'est les maisons, c'est les maîtresses. Ils ont tout oublié. Donc on est en plein beuverie. C'est ça la responsabilité des autorités qui se sont perdues justement à travers cet argent-là où il n'y a aucun contrôle. Maintenant, quatrième point, c'est l'Église. L'Église pour Dieu, dans ce que je comprends. Vous voyez, je parle, Simon, aujourd'hui je parle souvent de la prophétie de Simon Kimbangu qui a quelque chose à voir avec nous. Il faudrait qu'on les réalise cette prophétie-là. L'Église a une lourde responsabilité parce que c'est que là où l'autorité a failli, là où les parents ont failli, là où l'école a failli, l'Église avait cette responsabilité de récupérer ses enfants. C'est pour ça que nous parlons de la nouvelle naissance. Quand on est dans une église chrétienne, vous devez naître de nouveau spirituellement. Bon, c'est un peu long, c'est ça mon appel, je parle de la nouvelle naissance d'un chrétien. Donc quand on est de nouveau, c'est l'église qui doit préparer ces enfants-là. L'église, les catholiques comprennent très bien de quoi je parle. Quand ils parlent d'une église, ils appellent cette église-là Notre-Dame. Vous savez c'est qui Notre-Dame? C'est Marie. C'est Marie, la première église, qui a donné naissance au premier prototype qui est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est lui. C'est une histoire d'amour. Non, on est dans une histoire d'abord spirituelle. Donc Marie a donné naissance à un premier modèle chrétien qui est Christ lui-même. C'était lui le prototype et c'est lui notre modèle. Il y a plus de profondeur, on en parlera une autre fois. Donc c'était ça la responsabilité de l'église. Donner naissance à des nouveaux-nés, à des gens qui étaient perdus dans le pouvoir, comment dire, dans la société, peu importe. Mais c'est l'Église qui pouvait rattraper ces gens-là, les préparer, les éduquer et maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, les laisser aller dans la société pour pouvoir accomplir leurs responsabilités, peu importe le secteur dans lequel on doit se trouver. Et donc, moi, mon message en tant que servante de Dieu, c'est celui-là. L'Église a une lourde responsabilité dans ce qu'on doit faire. Et si on doit passer rapidement, si vous me permettez de terminer, c'est que l'Église doit faire, aujourd'hui, c'est sa responsabilité, d'abord, toutes ces églises-là, de se mettre ensemble, qu'on sort de guéguerre. Je vois l'ECC, je vois l'Église catholique et je vois, comment on appelle ça, même les églises de réveil. Disons, parlons même de confession religieuse. Donc si on parle de Dieu de manière générale, parlons de l'amour. C'est ça. Et donc, moi, ce que je recommande, d'après ce que j'ai compris, la première chose, pour qu'on puisse réussir cette mission, on doit faire une repentance sincère. Ouais. Et la repentance, c'est pour tous les Congolais qui doivent faire cette repentance-là. Il n'y a pas que les dirigeants d'abord. Nous tous, on a failli. On a été privés de la gloire de Dieu, alors que, vous voyez, on a 36 000 églises ici au Congo. Donc, la repentance sincère,
Oui, on nous avait demandé, dans la recommandation que j'ai, nous devons faire une offrande pour préparer cet hôtel de Dieu-là à faire à un moment donné, une fois que les églises eux-mêmes se sont réconciliées. Deux, il y a une deuxième offrande. Tous les voleurs de la République, tous ceux qui ont plongé dans les détournements, dans la corruption, tous qui prennent cet argent-là qu'ils ont pris du gouvernement, qui devait aider à se battre à Goma, qui devait aider à prendre soin des Congolais de manière générale. Les Congolais ne sont pas morts qu'à Goma. Là-bas, c'est atroce. Ouais. Hein, là-bas, c'est le traumatisme. Mais ici aussi, tous ces détournements-là, il y a des morts. Et qui ont causé ça? Ce sont les politiques. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, continuent à piller, qui ramènent cet argent-là dans ce panier d'offrandes pour réparation. Pour réparation pour ces gens qui sont à l'Est, pour réparation pour ces gens qui sont à travers le Congo, on doit le faire. C'est ça la recommandation. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'ailleurs à tous ces gens-là qui ont du sang sur leurs mains. Il n'y a pas que Kagame. Kagame a du sang sur les mains, mais lui, c'est un sataniste, donc c'est normal qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Mais nous sommes de l'autre côté. Mais nous avons failli. Nous avons péché. Prenons le courage de faire une repentance sincère et le reste, Dieu va nous aider à nous conduire. Voilà, là c'est l'affaire servante de Dieu qui vient de parler. On parle maintenant de la femme politique, Marie-Josée Ifokou, je rappelle, née le 6 février 1965, vous avez exactement 60 ans et 20 jours. Vous avez été candidate aux élections présidentielles de 2006, 2018, 2023, gouverneur de la province de la Chuapa entre 2016 et 2017, et présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Vous êtes fille d'un diplomate. On a parlé de M. Thomas Ifokou Tanguay Betoko, ancien diplomate notamment en Algérie. Votre maman, dont vous héritez les prénoms, Madame Marie-Josée Betoua Oseka, vous êtes de Boende, secteur Djera. Donc, on a terminé pour le portrait. Je ne sais pas si je vous ai mal présenté. Non, je suis surprise, oui, c'est voilà, ça. Donc, c'est les informations qu'on a glanées un peu partout par vos proches. Et puis, on parle maintenant de la politique. Maintenant, politique, en tant que femme politique, votre parti politique a une offre pour la résolution de la crise. Tout ce que vous avez dit en tant que servante de Dieu, très bien, que ça soit compris par vos collègues de l'Église. En tant que servante, en tant que présidente du parti politique, vous proposez 5 points. Votre proposition est constituée de 5 points, notamment la nomination d'un Premier ministre pour résoudre la crise politique. Comment et pourquoi? Voilà, ce que j'essaye de dire, je pense que depuis que j'ai commencé mon combat, je vous ai dit, notre vision, c'est la rupture du système de prédation par la combolisation, le balai que je tiens, pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Nous sommes nés État indépendant du Congo le 1er juillet 1985 et cet état d'esprit qui a donné naissance à cet état, c'est un état d'esprit de prédation. Et donc malheureusement, lorsque nous avons pris le pouvoir, on a eu un semblant de liberté en 1960, c'est cet état d'esprit qui s'est perpétué à travers nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et nous devons rompre avec ce système-là. Et pour rompre avec ce système-là, il faut passer, comment dire, pendant un temps dans une période que j'appelle transitoire. Ouais. Les fameuses transitions qu'ils font là, ce sont des essais, mais ce n'est pas fait, c'est fait dans la chair. Mais moi, je vous parle d'autre chose. Donc, il faut passer dans une période transitoire de 2 ans qui va nous conduire dans une nouvelle république. Pourquoi je dis ça? Pourquoi 3 ans? Il y en a d'autres qui comprennent aussi le chiffre 3. En fait, les Congolais ont été abusés, il a été humilié, tout ce que vous savez, hein, 10 millions de morts, même au moment de la colonisation, personne n'en parle aujourd'hui. 10 millions de morts aujourd'hui, on a payé le prix, hein, en tout cas le sang a coulé pour qu'on arrive à la proposition que je suis en train de faire. On est arrivé au bout du rouleau. Il va falloir que le gouvernement le comprenne, les hommes politiques le comprennent, que le Congolais lui-même le comprenne et surtout le numéro 1, le représentant de ce pays, le président Félix Tshisekedi. On est arrivé au bout du rouleau. Si on ne le comprend pas, en tout cas moi, j'aurai la paix, j'aurai parlé. Donc nous devons faire 3 ans de transition. Et je vous ai dit qu'il devrait nommer un Premier ministre. C'est un peu, j'ai expliqué, enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'AFDEL, mais Dieu nous permet de corriger l'histoire, qui n'a pas été corrigée à l'époque entre Mobutu et Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi qui est là. Donc, il faut qu'il se rappelle de ça. C'est important, ce signe-là, que ce soit lui qui est là. Donc, aujourd'hui, nous devons corriger l'histoire. Tout le monde, je vous ai dit tout à l'heure, a failli. Nous tous, hein, moi dedans. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui devait apporter ce changement-là. Alors, pour le protéger, étant donné que tout le monde lui court après, c'est l'homme à abattre de tout le monde, qui ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas, telle résolution, telle ceci, non. C'est l'homme à abattre. Parce qu'il doit céder des choses de ce pays-ci. Il doit les céder. Et lui refuse.
Alors nous disons, il faut le protéger, qu'il reste un peu en arrière. Il est toujours président de la République. C'est lui qui conduit ces 3 ans de transition. C'est lui qui conduit ça. Mais il nomme un Premier ministre. D'abord, il doit déclarer l'état d'urgence. Comme ça lui permet d'avancer. On va y revenir. J'aimerais qu'on y aille méthodiquement parce qu'on comprenne au moins votre pensée, parce que votre pensée est au centre justement des débats politiques un peu partout. Parce que par moment, vous présentez comme étant proche de Tshisekedi. Et finalement, quand on voit une déclaration, certains estiment que vous n'aurez pas dû... Alors, je veux qu'on y aille méthodiquement. Vous proposez de mettre en place un gouvernement, un nouveau gouvernement, c'est-à-dire la démission du Premier ministre et la nomination d'un autre. Oui, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Je sais que les gens pensent que je suis peut-être du côté de Félix Tshisekedi. Moi, je suis du côté de Dieu et de la population congolaise. Et ceux qui sont de ce côté-là, on est ensemble. Je l'ai dit plusieurs fois, même au moment de la campagne. Celui qui veut que je me retire, pour lui qu'on parle. Personne n'a voulu m'écouter. Et donc, j'étais jusqu'au bout. Parce que j'ai entendu déjà dire à Resistaka, elle s'était retirée pour Félix. Je ne me suis jamais retirée pour quelqu'un. J'étais jusqu'au bout de mon combat. Et aujourd'hui, je reviens encore sur la proposition que j'aurais faite à la personne qui m'aurait écouté. C'est la même proposition. Et je l'ai dit, suivez ma campagne, allez ressortir ça. Je peux vous l'envoyer aussi, ça peut vous aider. J'ai parlé encore d'une transition. Donc, bref, nous disons que le président doit nommer un nouveau Premier ministre. Parce qu'on doit aller à un nouveau gouvernement de crise. D'abord, c'est ça la raison, le premier point que vous avez cité, qui nomme un Premier ministre. Il a la possibilité de le faire. Rien ne l'empêche, même légalement, constitutionnellement, il peut faire tomber le gouvernement qui est là. Puisque de toutes les façons, le gouvernement s'est destitué lui-même. Nous-mêmes, nous assistons, non? Ça fait quoi? Après ces 4 semaines qu'on est en guerre, qu'est-ce qu'on voit réellement qui se passe dans le gouvernement? Silence, un silence assourdissant. Parce qu'ils sont à la fin. Ils ont les mains remplies de sang aussi. À cause de tout ce qui a été fait. Je n'ai pas peur de le dire, je dois le dire. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils ne vont rien faire. Ils sont à la fin. Donc, le gouvernement s'est destitué déjà lui-même. Alors, il faut qu'il nomme un nouveau Premier ministre. Et les nominations d'un nouveau Premier ministre, est-ce qui est différent de ce que lui-même a dit, le président Tshisekedi, qui parle de la nomination d'un nouveau gouvernement? Bon, peut-être pas forcément, ça peut être toujours le même Premier ministre, mais vous êtes proposé une solution un peu plus radicale pour certains, parce que vous demandez carrément le départ d'une femme à la tête du pays alors que vous êtes femme. Non, ne glissez pas là. On n'est pas dans un combat de femmes, d'hommes. Moi, je donc, vous voyez la Première ministre, tout simplement. Moi, je dis, vous voyez la fonction du Premier ministre. Voilà. Ne touchez pas à ça parce qu'on va entrer dans la polémique. C'est justement ça ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens adorent... Vous avez maintenant l'occasion de pouvoir, justement... Oui, je m'explique. Ouais. Les gens adorent la polémique et c'est ça le Congo. Tout à l'heure, je vous avais dit, on est en train de s'entretuer, ne voulant pas comprendre le message. Moi, j'ai bien dit que le débat ici n'est pas une femme. Il y avait un autre monsieur qui était avant elle. Il y avait d'autres premiers ministres. Donc, ça tombe mal. C'est une femme qui est là, mais je ne m'en prends pas à Soumina. Je n'ai pas un problème personnel avec elle. Moi, je suis dans un débat dans autre chose, quoi. Je dis tout simplement qu'il doit nommer quelqu'un de nouveau. Pendant 4 semaines, ces gens-là étaient là. Le pays était tombé, enfin, le pays Goma était tombé entre les mains de l'ennemi. Je n'ai pas vu pendant une semaine quelqu'un parler. Le président l'a dit lui-même, la léthargie, il est agacé justement par justement ce silence, quasi-silence de la part de membres du gouvernement qui sont de l'Union sacrée. Il n'a pas de l'Union sacrée. C'est juste qu'il doit nommer un nouveau Premier ministre que lui-même sait. Moi, je ne sais pas c'est qui ce Premier ministre-là, mais lui le sait. Voilà, votre deuxième proposition, vous parlez de la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national et qui permettrait justement la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique approprié face aux menaces de la guerre et des défis à relever. Oui. Il a le pouvoir aussi de pouvoir déclarer l'état d'urgence. Nous sommes en guerre. Pourquoi on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Vous voyez cette lourdeur-là, cette pesanteur-là? C'est tout ça. On est en guerre. Tout le monde le sait, non? Là-bas, on continue à tuer. Là-bas, on continue à s'organiser. Et nous, on attend la communauté internationale. Et comment voyez-vous cet état d'urgence? Parce qu'à un moment, on a assisté à l'état d'urgence sous Covid. Et puis, on est maintenant dans le régime d'état d'urgence dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais ça n'a rien changé. Oui, l'état d'urgence... Pas que ça n'a rien changé. On a réussi quand même à maîtriser certaines poches où il y avait de groupes armés. Mais finalement, c'est justement sous ce régime spécial qu'on a eu l'invasion de la RDC et l'occupation de Goma. C'était l'état de siège. Effectivement, il y a eu ça, mais c'est de ça que j'essaie de vous parler. On est dans une autre dimension où des décisions avaient été prises, mais il y a eu des erreurs de tout le monde. Hein. Je ne m'en prends pas à une personne. Il y a eu des erreurs parce qu'on a laissé faire certaines choses. On a laissé l'impunité. On a fermé les yeux sur certains dossiers. Vous savez, quand là, on gère, il faut qu'il y ait une justice. Il n'y a pas eu vraiment de justice. Donc, il faut juste refaire. C'est pour ça que je vous dis, non, on est dans des erreurs.
AFDEL 1, on est dans AFDEL 2. Un frère qui était venu à l'époque était Laurent Désiré Kabila. Il s'est rendu compte de son erreur et il a voulu se séparer de ces gens-là. Il a fini par mourir. Nanga, j'ai pitié de lui aussi. Ce qu'il est en train de faire, c'est la même erreur que Laurent Désiré Kabila. Parce que quand vous entrez dedans, vous comprenez la gravité du programme de ces gens-là. Ce n'est pas lui qui va emmener ça au pouvoir. Ils vont s'occuper de lui. Donc, ce n'est même pas nous qui allons le toucher. Parce que quand Judas est parti, ce n'est pas nous qui avons tué Judas. Même nous, ce n'est pas nous qui avons tué Laurent Désiré Kabila. Mais c'est juste pour vous dire que ça a été fait, mal fait. Il faut refaire. Et comment voyez-vous justement cet état d'urgence de manière... quel est le prototype? Comment voyez-vous que ça serait cet état d'urgence? À quoi ça ressemblerait? Il est le garant de la nation. Comment dire... Le président de la République, c'est une institution présidentielle. Donc, ce n'est pas un individu d'abord, mais c'est une institution. Et il a le pouvoir, à travers même la Constitution, de déclarer cet état d'urgence. Et pas seulement à l'Est. Le premier qu'on avait eu comme état de siège, c'était à l'Est du pays. Là, c'est à travers toute la République. Le Congo est attaqué. Il ne faut pas regarder que c'est Goma, c'est Bukavu, c'est l'Est qui est attaqué. Non, c'est nous tous qui sommes attaqués. Donc, c'est à travers toute la République en prenant la suite des décisions que je vous ai annoncées. Alors, le troisième point de votre proposition, vous parlez de la mise en place d'une commission spéciale intégrant la société civile, les femmes, qui inclurait les femmes, les jeunes, la diaspora, les intellectuels, les artistes, tous les représentants de la société civile congolaise afin de garantir un éveil patriotique et une adhésion populaire. Aujourd'hui, les églises, comme j'ai dit, en quoi est-ce que c'est différent de ce qui a été déjà fait dans le passé qui permettrait que ça change aujourd'hui? Je vous ai dit qu'on était dans l'erreur, il faut le faire consciemment. Là aussi, c'est une erreur. Tout est erreur. On était dans l'erreur. On a essayé de faire des choses du à peu près. On a fait du à peu près. Maintenant, on doit faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Sans hésiter, avec courage, avec abnégation. Le pays tout entier, n'enlevez pas de ça de votre tête, est en guerre. Arrêtons de croire que c'est l'Est qui est en guerre. J'ai entendu certaines autorités ailleurs sortir dire « Ah, on n'a pas la guerre à Kinshasa. La guerre, c'est là-bas. » Ça, c'est de la blague, ça. Nous sommes en guerre, dont l'état d'urgence, c'est à travers toute la République. Et la commission dont je parle devrait être représentée à travers toute la République, dans toutes les provinces. Parce que nous devons être aux aguets. Tous les Congolais doivent savoir que nous sommes attaqués. Un de mes frères est en train de mourir, une de mes sœurs. Nous sommes tous concernés. Donc cette commission-là qui sera créée avec toute la représentation de la société civile, ça permet aux Congolais de se sentir impliqués dans cette guerre-là. Donc c'est la raison pour laquelle cette commission-là doit exister. Alors, est-ce que vous, tout simplement, vous avez peur de dire qu'il s'agit de concertation nationale et un dialogue, comme on l'a vu? Non, ce n'est pas. Là, on n'est pas encore dans la. C'est une suite. Il y a tout un programme là-dedans que je pourrais sortir. Mais au départ, c'est juste pour qu'on puisse mettre les Congolais ensemble, puisqu'il y aura tous les représentants de la société congolaise, dont l'Église, j'ai dit les femmes, la jeunesse, les pygmées, les albinos, la minorité visible qui est rejetée, qui ne se sont pas concernés dans ce pays. Alors tous leurs représentants seront dans cette commission-là pour que nous puissions débattre, parler du Congo. C'est ça que c'est une forme de dialogue qui est là-dedans, mais fait dans la paix, qui n'empêche pas le gouvernement de continuer à fonctionner. Parce que les dialogues classiques, c'est que tout est gelé. On attend que les politiciens commencent leur guéguerre, leur conflit personnel. Le partage du oui. Alors nous, on n'est pas dans le partage du gâteau. C'est une commission qui permet à tous les représentants. Les médias seront là. Donc, dans tous les secteurs de la société congolaise, nous avons le représentant, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, je parle bien des représentants, que chacun parle, que chacun explique ce qu'il vit. Il parle au nom de tout le monde. Donc, ça doit être sérieux. Donc, c'est une grande commission, une machine qui est mise en place pour pouvoir permettre aux Congolais de discuter pendant que le gouvernement travaille. Voilà. L'avant-dernier point de votre proposition est autant radical que le premier. Vous parlez de la dissolution de l'Assemblée nationale et la suspension des assemblées provinciales, du Sénat comme mesure d'urgence et nécessité pour faire face à la guerre, éviter la déstabilisation politique avec des conflits politiques distrayants autour du partage de pouvoir. Vous venez de dire. En quoi est-ce que le Parlement doit déranger les assemblées provinciales qui sont là? Oui, effectivement, tout le monde, la plupart des acteurs politiques, vous n'êtes pas la première, ont décrié justement que c'est un peu budgétivore d'avoir au moins 700 députés à gérer et un Sénat qu'il faut gérer. Mais vous venez maintenant que c'est justement dans le cadre de cette crise, il faut trouver la solution. En quoi est-ce que c'est nécessaire? Exactement. Merci de si bien le comprendre. Parce que je vous ai dit qu'on est au bout du rouleau. Il va falloir prendre le courage de faire les choses correctement sans regarder
à la fameuse communauté internationale qui, en réalité, ne nous protège pas. Parce que vous ne la citez nulle part, hein, parce que là, la communauté internationale... Non, il ne s'agit pas de... Je vous ai dit, non, c'est une histoire entre nous. J'aurais même aimé que les messages soient en lingala. Les messages passent toujours. En lingala, quoi. Oui. Je préfère. Ouais. Donc, eza masolo entre biso ba congolais. Moi, ni bango ba lobi que eza ma congolais. Alors, eza masolo ba congolais. Koloba destitution Assemblée nationale, tout ça là ba copie à travers constitution, eza ba copie à modèle à baninga. Il faut que ça la makambu selon biso moko. Donc, Assemblée nationale nenga azawana, yemuka sami kwesi. Na biso guerre et kwei. Enfin, guerre et bandit. Mais toi qui moutou mon côté, toi qui Assemblée nationale te travaille vis-à-vis il y a exécutif parce qu'il y a un contrôleur exécutif, il y a un vote à loi, mais il fallait une forte réaction de leur part. Mais tous comprendre que cela ne tienne, mais il nous coûte trop cher. Tous en la période de guerre, balier déjà mbongo et belé. Alors bisous tout le monde que tous en la période de guerre, tous en a besoin mbongo, Assemblée nationale et quoi. Assemblée provinciale, Kabila ça à Salango. Il y a même déjà, comment dire, Baka jurisprudence. Kabila ça à Salango, à suspendre. Nous, quand on avait été nommés commissaires spéciaux, eh ben, il n'y avait pas l'Assemblée provinciale. Donc, l'Assemblée provinciale, c'est budgétivore. Baïbi peut raison là-bas, puisqu'ils passent leur temps à contrôler le gouverneur. Donc, l'Assemblée provinciale tombe. Le Sénat, c'est budgétivore. D'ailleurs, j'ai proposé un modèle de Sénat en bas. Donc, il faut prendre des décisions. Oyo, Ekobim Sabatna, parce que a besoin de bon. Bazoli Mbong et Belé, ils font quoi avec ça? Donc, en n'ayant que 145 représentants de nos territoires, comme un modèle de l'Assemblée nationale, et qui sera conduit par un conseil de sages. J'ai toujours parlé de ce conseil de sages-là. Donc, tous nos aînés, Baza Ebele, Bassa n'a l'air à Mobutu, Baïbi Masolo Ebele, n'a l'air à Kabila Père, n'a l'air à Joseph Kabila, n'a l'air à Félix Awa Bazali. Donc, Bamou Tubazanakati a conseil de sages, pour na sungabi, ce coordonner au nyo sotozo sala, pour na tozonga nanzela malam, parce que finalité, makamunyo soyo. 3 ans plus tard, il faut aussi qu'on arrête un changement. Vous parlez justement de l'Assemblée nationale, j'aurais voulu peut-être apporter cette précision. Il y a une session extraordinaire qui a été organisée justement dans la foulée. Effectivement, c'était pour entériner la nomination d'un juge à la Cour constitutionnelle. Mais aussi, c'était entre autres parmi les points à l'ordre du jour, c'était aussi de parler de la situation à l'Est et l'Assemblée nationale. Et le Sénat ont préconisé justement le dialogue. C'est-à-dire qu'ils seraient en train de travailler, mais vous aurez souhaité qu'ils fassent mieux, et plus que ce qu'ils ont fait jusque-là en termes de positionnement. Parce que eux, quand ils parlent de dialogue, c'est le partage du gâteau. C'est le seul modèle qu'ils ont. C'est pour protéger, hein, ils ont une partie de leur couverture, et pour finir, ils ne seront pas justes. J'ai dit, on ne peut pas être juge et parti dans ce cas-ci. On est dans une situation très grave où les Congolais, c'est à eux que je m'adresse, qu'on ne peut plus accepter que ces gens-là continuent. Je vous ai dit, c'est ça la classe politique, non? Le dialogue dont tu parles, c'est le dialogue classique auquel on est habitué. Les autres viennent, on discute, et puis après, ça va se calmer. Et là-dedans, dans chaque dialogue-là, est-ce que la population s'est déjà retrouvée là-dedans? Jamais. Donc, la décision, enfin, la proposition qu'ils font, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut tout simplement qu'ils tombent, que de nouvelles personnes, peu importe. J'ai bien dit les gens qui n'ont pas les mains ensanglantées. Les mains ensanglantées, là, ce sont les voleurs, les détourneurs, les corrompus. Ils ne peuvent pas se retrouver dans ce qui va être fait. Voilà, on va terminer par ce dernier point. Vous parlez de la création d'un conseil de sages pour faciliter la coordination de cette transition, constituée notamment de représentants de 145 territoires de la RDC qui jouera avec l'autorité de la Cour constitutionnelle le rôle du Parlement, la situation du pays s'agissant d'un cas de force majeure ne pouvant pas organiser dans les délais constitutionnels d'autres élections législatives. Vous avez déjà effleuré la question, mais je vais comprendre aujourd'hui. Effectivement, nous avons 145 territoires. Et comment on organise un tel régime et pendant que nous avons une constitution qui n'a pas été dissoute, une constitution qui n'a pas été requalifiée, qui n'est pas changée? C'est ça que je viens de vous faire comprendre. Ceux qui sont en train de vouloir venir prendre le pouvoir, ils ont intention de dissoudre cette... de nous emmener vers une nouvelle constitution. Kabila, qui est de retour dans la scène politique, lui aussi, en son temps, voulait changer cette constitution-là. Donc, dans tous les cas, cette constitution doit tomber, dans tous les cas. Mais pas de la manière dont les gens veulent le faire. Même le pouvoir actuel, la manière dont ils veulent le faire, ce n'est pas de cette manière-là. Ça doit être fait de la manière, je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus, mais de la bonne manière. Ça doit être fait, pas pour l'intérêt des hommes, mais pour l'intérêt du Congo. Parce que le Congo a aussi sa mission. Chaque pays a une mission. Les États-Unis ont une mission. Donc, vous voyez comment ils sont en train de bouleverser l'ordre mondial en Occident. Ça fait du bien. Par exemple, donc, ça fait du bien qu'on les secoue un peu. Donc, chaque pays a une mission et doit accomplir sa mission. Le Congo a une mission
le Congo plutôt, il est une réserve mondiale, mais pas comme eux veulent le faire à leur manière. C'est dans autre chose, on en parlera une autre fois. Mais le Congo a une mission et nous devons avoir une constitution qui a rapport avec notre mission. Donc, on devrait s'asseoir là-dessus pour pouvoir débattre de cette constitution-là. Quelle devrait être, comment dire, la raison d'être de cette constitution-là. Ça se fait avant l'état d'urgence ou ça se fait après? Non, non, une fois, l'état d'urgence, c'est la première chose. On nomme le Premier ministre, le gouvernement se forme. Et entre-temps, tout ça que je vous dis là, c'est fait avant. C'est pendant les 3 ans là. Oui, pendant les 3 ans, on est en train de préparer parce qu'on doit aller vers une nouvelle république. On doit aller vers la 4e république. Et bien cette 4e république ne doit pas être faite pour l'intérêt des hommes. Ça ne doit pas être fait pour... Vous savez, quand je demande au président de la République d'être en retrait, c'est pour le protéger en fin de compte. Parce que si on commence à se mêler de cette constitution-là pour son propre intérêt, c'est grave. En tout cas, il a dit à Lubumbashi lui-même qu'il n'était pas là pour justement changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Exactement. Donc c'est très bien, mais il est protégé en se mettant en retrait. Mais il est là, parce que c'est lui qui prend toutes ces décisions-là. Donc en aucun moment, j'ai demandé qu'il y ait démission du président de la République. J'ai tout simplement demandé qu'il laisse le pouvoir. Parce qu'un Premier ministre, même dans notre constitution, a beaucoup de pouvoir. Qu'il laisse la place à ce Premier ministre-là de travailler un peu librement. Mais il est là, puisque c'est lui qui aide pour les décisions. C'est lui qui va aider pour certaines choses, puisqu'on doit continuer à assumer quand même la gestion de la chose publique. Donc il est là. Nous sommes un peu dans le régime du type parlementaire. Je l'ai dit. Il s'agit de ça, un modèle d'un régime parlementaire, mais fait par nous comme une période transitoire pour aller donner naissance à la 4e République. Ce régime parle justement du règne d'un président qui ne gouvernerait pas. C'est ça. Et alors, c'est dans cette cacophonie sur le plan de la communication, dans cette euphorie politique, dans cette instabilité, que finalement, presque 7 ans après son départ de la tête de la RDC, que Félix Joseph Kabila sorte de son silence, il brise le silence pour parler. Il a parlé de beaucoup de choses, ce qui a retenu l'attention de la majorité des gens, c'est notamment sa sympathie envers les M23, dont il parle que ce ne serait pas forcément un groupe d'anarchistes, et qui seraient les proxys d'un pays étranger. Là, on parle du Rwanda, il n'a pas cité, mais on comprend qu'il s'agit du Rwanda, dont on a toujours parlé. Comment analysez-vous justement le discours du président Kabila, qui est parti et dont on a dit à un moment de blague dans les réseaux sociaux qu'il était le président de l'université, le recteur de l'université de Kara. Aujourd'hui, il a brisé son silence. Vous voyez, je vous ai parlé de chiffres tout à l'heure, quand je dis qu'on doit faire 3 ans. 7 ans plus tard, il revient. Pour nous qui prions là, c'est l'accomplissement. Donc il sort de sa cachette pour pouvoir s'exposer. En fait, il s'est exposé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Jean-Pierre Kabila, qui parlait du M23, qu'il a dit qu'il ne faut pas permettre... Jean-Pierre Kabila, c'est l'ancien directeur de cabinet adjoint. De qui? De Kabila. Ouais. Vous l'avez suivi? Je peux vous envoyer, comme ça vous pourrez mettre ça aussi quand vous faites passer l'émission. Il a dit qu'il ne faut pas permettre au M23 de venir. Il dit c'est comment il s'appelle, Kagame, qui revient au pouvoir et nous allons retourner dans l'esclavagisme. Pire que l'époque coloniale. Rapidement, faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrer la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, ok, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin, je ressuscite les images de musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre XY congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Le M23, le projet du M23, c'est de faire de nous des esclaves. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, celui qui ira négocier avec le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'on nous piétine.
Ça veut dire qu'il accepte que nous rentrons dans une époque coloniale avec des voisins. Mais ça, je ne peux pas l'envisager. Non, nous devons nous battre. Faisons seulement l'effort de trouver les conditions qui vont faire que nous nous battrons mieux. C'est ce que je reproche aujourd'hui qui n'est pas fait. Si vous voulez vraiment comprendre le fond de ma pensée. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour mieux nous battre? Est-ce que nous le faisons? Je m'excuse, je réponds non. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas le doigt ni au ministre de la Défense nationale. Je pointe le doigt vers la nation. Vous êtes un opposant. Quand vous avez un tel comportement, pensez-vous que ce comportement-là va dans le sens d'aider ceux qui sont en responsabilité de gagner la guerre? Pourquoi pensez-vous, pourquoi une partie de notre opposition pense que si les FARDC gagnent, ça veut dire que Tshisekedi... C'est ça qu'il a dit, mais c'est lui qui a travaillé avec Kabila. Donc, ce que Kabila veut faire là, c'est très très grave. Moi, je dis aux Congolais d'arrêter ces petits jeux-là de guerre. On n'est pas qu'on sorte de là. En fait, il vient confirmer que la machine est déjà mise en place pour venir nous détruire. C'est ce que Kabila vient de faire. Il s'est mis à nu. Et il faut que le Congolais le comprenne, qu'il sorte des sentiments. Oui, le régime de Félix Tshisekedi s'est mal comporté, je l'ai dit. Mais nous devons monter dans la dimension de se pardonner entre nous. Ils sont venus nous exterminer, ils sont venus nous tuer pour reprendre le pouvoir. Et tous les frères qui se trouvent du côté de Kabila, qui se trouvent du côté de Nanga, comprennent qu'ils sont considérés comme des Judas, qu'on sorte de là. C'est notre pays, on en a souffert. Le sang a coulé, je vous ai dit, depuis le 1er juillet 1885 jusqu'à aujourd'hui. Plus de 10 millions de morts à l'époque. Et aujourd'hui, à l'est du pays, plus de 10 millions de morts. Et il veut revenir au pouvoir faire quoi? Après 18 ans, il a fait quoi? Je dis au peuple congolais d'arrêter. Il faut qu'on grandisse. Il faut de la maturité. Il ne peut pas revenir au pouvoir. Et tous ceux qui sont aux côtés de lui connaissent l'histoire, cette histoire-là. Alors, moi, je dis tout simplement, stop it. On ne peut pas avancer avec ça. Et dans ces propositions, il n'a pas affiché seulement que ça s'est penti vers les M23. Il a parlé également de la situation, la gouvernance du pays. Vous avez effectivement reconnu ça. Mais est-ce que ce ne sont pas... Il a formulé également certaines propositions pour une sortie de crise, c'est-à-dire aller aux causes profondes de la crise et pour justement... Et c'est quoi ces causes profondes là? Lui, il les connaît mieux que nous. Il a fait 18 ans. Il a flirté avec le Rwanda. Il le connaît mieux que nous, non? Est-ce qu'il les a... Pourquoi il ne les a pas fait quand il était au pouvoir? Pourquoi il ne nous a pas construit une armée quand il était au pouvoir? Il a affaibli l'État. Et il a eu un contrat avec ces gens-là qui nous volaient, avec nos frères qui sont là, les Tibanda, qu'il a signé. C'est finalement sous son règne que les FARDC, ça n'arrivait pas toujours dans un pays que l'armée puisse gagner une guerre contre une rébellion sans l'appui étrangère. Ils n'ont pas gagné en 2013, non. Arrêtez de vous. Il n'a pas gagné des guerres. Mais vous avez lu le document que Tibanda avait signé et que l'autre, j'oublie, l'ancien président était estomaqué de voir qu'on accepte une telle chose. Il y a eu une négociation. Il a négocié. Il a laissé ces gens-là faire, ils ont reculé. Quel gagner une guerre? Les gens continuent à nous piller, à nous tuer, à faire ce qu'ils font. La vérité, c'est que quand Félix arrive au pouvoir, lui aussi découvre ces choses-là. Mais comment tu te débarrasses d'une telle puissance? Ce n'était pas facile. C'est pour ça que j'ai dit que l'erreur de Félix, c'est un être humain. Tu arrives, tu constates une telle énormité, une telle horreur pour ton pays, tu fais quoi? Alors, quand, au lieu d'aller du côté, spirituel, parce que j'ai dit la solution est dans l'alliance, quand je parlais de la partie de Dieu, une fois qu'on a fait la repentance et qu'on a donné les offrandes, j'ai oublié de dire à la fin, il faut l'alliance avec Dieu, remettre ce pays entre les mains de Dieu. Mais c'est la chose qu'il n'a pas fait. Il n'y a pas eu une réelle repentance, il n'y a pas eu ce travail qui devait être fait. Et lui constate en tant que président, mais c'est la panique. Donc il a travaillé dans la chair, il a cherché des solutions vers la communauté internationale. C'est comme ça qu'on l'a vu partir plusieurs fois. C'est ça que je comprends. Mais ce n'était pas ça la solution, c'est ça que je lui dis. Il s'est mis, pourtant il a des serviteurs de Dieu autour de lui, mais il aurait dû retourner chercher la voie de Dieu pour avoir la solution. Et la solution, c'est ce que je suis en train de vous donner. Donc il a vu tout ce qui s'est passé. Le pays est vendu. Le pays est donné à tout le monde, aux Chinois, à je ne sais qui. Le pays est vendu. Et il faut qu'on récupère notre pays nous-mêmes d'abord, et après on peut aller faire des alliances si on veut. Mais la première alliance, c'est avec Dieu qui nous protège, et les autres alliances, ça sera fait dans la dignité et dans la fierté. Donc, Kabila sait très bien de quoi il parle. La fameuse guerre qu'il avait arrêtée, ce sont des fausses guerres. On n'a pas arrêté la guerre. La preuve, ça recommence, parce qu'un frère est arrivé là, il a vu les vérités. Malheureusement, il a voulu agir, conseillé par des gens
qui ne connaissaient pas sa mission à lui, ils ont voulu le conseiller, ils l'ont induit en erreur. C'est pour ça, comme il a été induit en erreur, et qu'il s'est retrouvé à être souillé dans tout ce qui s'est passé pendant ce régime, c'est ainsi que Dieu lui demande de se mettre en repli. C'est une protection pour lui. Ce n'est pas une humiliation. Quand il comprend ce message-là, parce que moi, je n'ai pas parlé avec lui, donc lui-même, il va monter dans la dimension de la grandeur et comprendre que cette dame l'a dit, c'est la vérité. Donc, Kabila n'a pas arrêté une guerre là. C'est de la supercherie encore. On continue à nous voler, à nous piller, à nous tuer, et la guerre est finie. Mais la preuve, la guerre recommence. Il faut que cette guerre cesse définitivement. Voilà, à moins que vous ne considériez pas que ce soit votre mot de la fin, je vous la donne. Mais le mot de la fin, c'est que je demande au peuple congolais de se réveiller. Quand je donnais les messages de Caïn et d'Abel, c'est là-dedans nous sommes. Peuple congolais, nous sommes en guerre. Donc ne dors pas normalement comme tu dors d'habitude. Ce n'est pas l'Est qui est en guerre. Ce n'est pas une histoire de Swahili, de Baluba, de Bangala, de Bakongo. Non, c'est une histoire du Congo. Du Congo, comme je le dis tout le temps, de Kimbangu, qui nous avait révélé des choses cachées. On a négligé un prophète qui était chez nous. Moi, je ne connais pas Kimbangu, je ne suis pas Mukongo. Je ne connais pas quelqu'un qui est proche de moi nécessairement de tel ou tel endroit. Je suis congolaise et je l'assume. Et je te dis que sors des bêtises, sors des choses que les gens te racontent sur Kabila, sur Nanga, sors de là. On nous a fait du mal, le régime nous a blessés, le régime de Tshisekedi nous a fait pleurer. Oui, nous le reconnaissons et nous leur demandons de faire une repentance sincère. Mais à vous aussi, peuple congolais, je vous demande de faire une repentance sincère parce que nous tous aussi, on a failli. Et l'Église, la plus grande responsable, qui est la mère au milieu du village, qui doit donner naissance à ces nouveaux enfants, je demande aussi à l'Église de se repentir et de refaire son travail. De réconciliation, de pardon, des offrandes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions faire une alliance avec Dieu et remettre ces pays entre les mains de Dieu, et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, c'est terminé avec Marie-Josée Ifoku, qui est présidente nationale de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2018-2023. Ancienne gouverneure de la province de la Chuapa entre 2016 et 2017, Marie-Josée Foucault, servante de Dieu, patronne du ministère Femmes, épouse et réserve de l'Éternel pour la nation. Elle a beaucoup plus de grades que de l'expérience. Son CV est tellement long qu'on ne saura pas terminer, mais l'émission, elle, au moins, est terminée ici. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Schéma Critique. Vous avez compris sa proposition dans ces schémas critiques-là, comment on trouve la solution à la crise congolaise. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Géopolis Télévision et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.